Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans des contrées médicales autour de la neuro-oncologie, la neurologie et cancérologie. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité aujourd'hui, le professeur Ahmed Idbe. Bonjour. Bonjour, professeur Ben Makhlouf. Je suis très heureux qu'on ait une conversation scientifique aujourd'hui autour de votre spécialité, la neuro-oncologie. On dit aussi la neurocancérologie, mais de plus en plus la neuro-oncologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler peut-être un peu de votre itinéraire, de Tiznit à Paris, de Tiznit à la Sorbonne, de Tiznit à la Salpêtrière. Donc, vous êtes né ici au Maroc. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Ben Makhlouf, de m'inviter au Maroc, un pays qui me tient à cœur et qui m'a vu naître effectivement à Tiznit, dans le sud marocain, et plus exactement à Ouled Jarrar, dans des villages très voisins de Tiznit, jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis ensuite, on a rejoint mon père, qui était en France, en région parisienne. Et puis très rapidement, il a été muté en région Auvergne, dans le centre de la France, où j'ai mené mes études, le primaire, le secondaire, puis les études universitaires avec la découverte de la médecine. Alors précisément, la découverte de la médecine, est-ce qu'il y avait une motivation au départ spéciale autour de vous, dans votre entourage, ou c'est venu par un pur hasard? Bien sûr, il y avait des encouragements de la famille d'emprunter cette voie, et puis on a vu les praticiens qui ont pris en charge nos parents, nos frères et sœurs, et ça nous a encouragés à nous investir dans cette discipline qui avait deux volets. D'abord la connaissance, l'amour de la connaissance, et puis l'amour, je dirais, de son prochain, d'aider les autres. Et ces deux spécificités de la médecine m'ont encouragé à m'investir davantage. Porter le soin et effectivement soigner, c'est un des plus nobles métiers, avec celui d'éduquer. Éduquer et soigner, ce sont de très très nobles métiers. Et dans cette médecine, vous avez pris une spécialité particulière, celle de la neuro-oncologie. Il faut dire que vous faites partie de ces rares personnes qui ont à la fois un cursus médical complet jusqu'à la spécialité et un cursus de doctorat des sciences en cancérologie moléculaire. Comment avez-vous mené de pair ces deux domaines ? Alors, c'est vrai que la neuro-oncologie, c'est une discipline transversale qui combine à la fois la neurologie et la cancérologie. Alors, au tout début, je me suis intéressé à la neurologie, au début de mon internat, et puis j'ai fait des rencontres qui ont façonné mon exercice professionnel actuel, et je citerai quelques noms qui m'ont guidé dans ma formation. Je pense au professeur Marie-Germaine Bousser à l'hôpital Lariboisière. Très très grande neurologue, dite parfois la reine de la neurologie. Absolument, la reine de la neurologie m'a encouragé à m'investir dans la neurologie, effectivement. Et puis ensuite, j'ai rencontré le professeur Jean-Yves Delattre et le professeur Keo Angzuan. Ça, c'est l'aspect cancérologie. C'est l'aspect neuro-oncologie, effectivement. Ils m'ont encouragé à m'investir dans cette discipline, de prendre en charge les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales, et qui m'ont encouragé également dans cette discipline qu'il est difficile d'envisager sans un volet de recherche important, sans des perspectives de progrès. Et ainsi, donc, je me suis engagé, j'ai complété mon cursus médical en me spécialisant en neuro-oncologie, et j'ai débuté un cursus de recherche, de formation en biologie et en cancérologie moléculaire. Alors, en quoi consiste précisément ce domaine de la cancérologie moléculaire ? Alors, la cancérologie, on sait qu'une tumeur, un cancer, c'est des cellules qui se mettent à dysfonctionner. Et ce dysfonctionnement, à l'échelle de la cellule, est gouverné sur le plan moléculaire. Et la cancérologie moléculaire vise deux grands objectifs. Le premier, c'est de mettre en évidence des altérations moléculaires, des altérations génétiques auxquelles on pourrait donner un sens pour la prise en charge des patients. C'est ce qu'on appelle des biomarqueurs moléculaires, des biomarqueurs diagnostiques, pronostiques, prédictifs. Et puis, le deuxième volet de la cancérologie moléculaire,
pour les patients également, c'est essayer de développer de nouveaux traitements. Alors effectivement, vous parlez tout le temps des patients, alors même que l'on parlait de la recherche, et je crois que la noblesse de ce métier, c'est de ne jamais oublier le patient, quand bien même on entre dans une technicité très grande. Que demande la recherche précisément? On parle beaucoup de l'evidence-based medicine, la médecine qui repose sur des preuves factuelles, mais ces preuves factuelles sont recueillies, si je puis dire, aussi par l'observation des patients. Absolument. Quand on est médecin, il y a plusieurs types de recherche. Il y a ce qu'on appelle la recherche fondamentale ou la recherche amont qui vise à comprendre les mécanismes des maladies. Et puis, il y a la recherche qu'on dit translationnelle, qui vise à transférer ces découvertes de laboratoire au lit du patient pour des progrès médicaux. Et puis, enfin, il y a la recherche clinique où là, véritablement, on évalue de nouvelles stratégies, de nouveaux marqueurs chez les patients eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la recherche clinique qui est dominée par les essais cliniques, en l'occurrence. Alors, votre domaine, finalement, ça va être la tumeur cérébrale. Et cette tumeur cérébrale, elle est très hétérogène. Il y a des tumeurs bénignes, il y a des tumeurs beaucoup plus sérieuses, et il y a toute cette palette des tumeurs pour lesquelles il n'y a pas le même diagnostic, et je suppose non plus pas le même pronostic. Absolument, absolument. On parle de tumeur cérébrale, mais ça regroupe énormément de tumeurs très différentes. L'Organisation mondiale de la santé, qui classe les maladies, identifie plus de 150 tumeurs cérébrales différentes. De la moins agressive, comme vous l'avez dit, à des formes plus graves, plus sérieuses. Et l'objectif de la recherche, c'est d'une part de comprendre ce qui distingue à l'échelle moléculaire ces différentes tumeurs, et puis bien sûr l'autre volet de la recherche, le traitement, améliorer le traitement pour les formes les plus agressives notamment. Alors pour ces formes les plus agressives, il est vrai que pour le chercheur, pour le clinicien que vous êtes, c'est un défi permanent parce que vous êtes à l'écoute des patients. Il y a tout le volet de prise en charge du patient par, j'allais dire, la parole, c'est-à-dire de montrer que quand bien même le pronostic est réservé, eh bien, il faut maintenir une forme d'espoir dans les thérapeutiques. Et alors, si maintenant nous parlons des thérapeutiques, il y a les thérapeutiques traditionnelles dont vous allez nous parler, mais il y a aussi les thérapeutiques nouvelles autour de la manière de booster le système immunitaire. Alors, dans la palette des thérapeutiques, comment vous situez-vous? Alors, c'est vrai que la palette des options thérapeutiques s'étoffe. On vit une période absolument formidable actuellement avec de nouvelles stratégies thérapeutiques qui émergent et qui suscitent beaucoup d'espoir pour nos patients, beaucoup d'espoir pour nous également. Alors, les traitements des tumeurs cérébrales, ils reposent sur un trépied. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie pour les tumeurs les plus agressives. Alors, nos collègues chirurgiens font des progrès quant à leur technique de chirurgie. Ils utilisent de nouveaux appareils, des échographies, des IRM pour améliorer leur résection chirurgicale, une résection qui vise la plus complète possible sans engendrer de handicap chez le patient. Nos collègues radiothérapeutes, le deuxième pilier du traitement, traitent les patients avec les rayons. Et là aussi, nos collègues travaillent beaucoup pour améliorer l'efficacité de leur rayonnement, de leur radiothérapie, en limitant les effets indésirables de ces traitements. Et puis enfin, il y a la chimiothérapie. La chimiothérapie regroupe les médicaments. En somme, on utilise ce qu'on appelle des chimiothérapies classiques, qu'on connaît tous, qui ont certains degrés d'efficacité, beaucoup d'effets indésirables. Et maintenant, il y a de nouvelles molécules qui émergent. Parmi ces molécules, il y a ce qu'on appelle les thérapies moléculaires ciblées. Ciblées, ça veut dire qu'elles vont viser une anomalie moléculaire dont on parlait au début de l'entretien. Et ces molécules donc, ont visé spécifiquement les tumeurs cérébrales qui ont cette anomalie moléculaire et donc épargner les cellules saines de l'organisme qui n'ont pas ces altérations moléculaires. Alors que la chimiothérapie balayait sur toutes les molécules sans cet aspect ciblé. Absolument. Les chimiothérapies conventionnelles visent toutes les cellules qui se divisent rapidement. Donc les cellules tumorales, bien sûr, mais aussi les cellules sanguines normales, les cellules de la peau normale. Et c'est
cette absence de ciblage, de spécificité qui engendre les effets indésirables que nous connaissons. Et les thérapies moléculaires ciblées ont cette particularité de viser les cellules tumorales et de respecter les cellules saines. Et précisément, alors il y a cet aspect ciblé, et il y a l'aspect comment stimuler le système immunitaire du patient par de plus en plus de l'immunothérapie. Absolument. Hein. Jusqu'à présent, toutes les recherches étaient focalisées sur la cellule tumorale elle-même. Mais on sait maintenant que la cellule tumorale dépend de ce qu'on appelle son micro-environnement, les autres cellules qui l'entourent, et notamment les cellules immunitaires. Et l'immunothérapie vise, elle, à stimuler le système immunitaire du patient contre la tumeur. Et cette immunothérapie a permis de transformer le pronostic de nombreux cancers. Je pense au cancer de la peau, mais au cancer également du poumon. Ces immunothérapies ont permis une véritable révolution. Une efficacité, une efficience plus grande que par le passé. Et il y a peut-être un espoir de ce qui est fait sur le cancer de la peau pour des formes sévères, des tumeurs cérébrales comme le glioblastome. Absolument. Ces résultats absolument spectaculaires qui ont été obtenus par l'immunothérapie dans les cancers de la peau suscitent beaucoup d'espoir pour les tumeurs cérébrales. Et on est actuellement en train d'évaluer ces immunothérapies contre les tumeurs cérébrales et chez les patients qui souffrent de ces maladies. Et à la base de tout cela, il y a, je suppose, comme dans d'autres sous-disciplines de la médecine, des essais précliniques où on va du côté de l'animal, en particulier la souris, pour faire des expériences. Je suppose que là aussi, vous avez complètement exploré ce domaine-là. Absolument. Vous savez que l'étape ultime de la recherche clinique, c'est l'évaluation d'une stratégie innovante chez les patients. Mais avant d'arriver chez le patient, il faut évaluer ces nouveaux médicaments au laboratoire. D'abord sur des cellules tumorales qui poussent dans des boîtes de pétri, dans des boîtes en plastique où on évalue les médicaments, on essaie d'identifier ceux qui sont les plus prometteurs et des résultats positifs sur ces cellules nous incitent à évaluer ces médicaments cette fois-ci sur des organismes plus complexes comme l'animal. Et je pense que vous avez cité effectivement les souris qui souffraient de tumeurs cérébrales. Et ensuite des résultats positifs encourageants chez la souris, permettent de constituer le rationnel, les bases pour ensuite évaluer ces médicaments chez les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales. Oui, c'est ce long processus qui aboutit finalement après à des recherches qui elles-mêmes sur l'humain, qui elles-mêmes supposent des essais cette fois-ci cliniques et non pas précliniques, avec plusieurs phases. Et j'ai cru comprendre que vous meniez maintenant des essais cliniques qui ont passé déjà la première phase, la phase 1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument. Donc les essais cliniques, comme vous l'avez dit, ont plusieurs phases. On commence tout d'abord par évaluer la sécurité des nouvelles stratégies thérapeutiques, des nouveaux médicaments chez un nombre réduit de patients. On s'assure de ne pas être toxique chez nos patients qui acceptent de participer à l'essai. Et puis ensuite, on avance. Après avoir évalué la sécurité de nouveaux médicaments, on recherche des signaux, ce qu'on appelle des signaux d'efficacité. On essaie d'évaluer si ces médicaments montrent un signal d'efficacité chez les patients avant d'arriver à ce qu'on appelle la phase 3, qui permet de valider de manière définitive l'efficacité d'un traitement pour le faire passer de la recherche préclinique à la recherche clinique et de la recherche clinique au lit du patient pour une prescription quotidienne. Voilà, c'est un long processus. Oui, ça prend des dizaines d'années pour de l'idée au laboratoire jusqu'au passage du médicament dans ce qu'on appelle le soin courant, c'est-à-dire de la prescription au quotidien. Il y a ce problème de la double temporalité, de l'attente du patient qui veut que ça aille vite et le temps long de la recherche qui est quand même très important et qu'il faut respecter
en tant que temps long. Il ne vous échappe pas que nous vivons une période où tout s'accélère, où une technique d'il y a 5 ans est labellisée comme vieille technique. Et alors, quand on se place dans ce temps long de la recherche, il y a tout de même un respect de ce temps long. Est-ce que les institutions avec lesquelles vous travaillez ont pleinement conscience de ce temps long de la recherche, ou est-ce qu'il y a une pression pour une accélération? Alors c'est vrai, on souhaiterait tous, comme nos patients, que la recherche, que les innovations arrivent plus rapidement au lit du patient. Mais comme vous l'avez dit, il y a un temps incompressible, il y a un temps qui vise d'abord à vérifier, et c'est très important, les signaux d'efficacité, vérifier la sécurité. Il ne s'agit pas de tester n'importe quoi avec n'importe qui, et de prendre des risques pour nos patients. Et donc, mais il y a quand même une réflexion importante qui est menée pour raccourcir au maximum ce temps, gagner du temps sur les étapes les moins critiques, les moins cruciales, pour faire avancer cette recherche plus rapidement et faire arriver des innovations plus vite au lit du patient, d'essayer d'établir une autoroute thérapeutique pour faire bénéficier de nos patients le plus rapidement possible de ces innovations. Et entre-temps, le patient, il y a la qualité de la prise en charge qui est très très importante, c'est-à-dire que voilà, il y a je parlais tout à l'heure de la parole, il y a tout cet aspect éthique du dialogue avec les proches du patient pour précisément leur montrer que vous êtes sur le front thérapeutique, que ma foi, dans l'état actuel des connaissances, le patient bénéficie de ce qu'il y a de meilleur. C'est notre quotidien de donner aux patients les meilleurs soins possibles, les meilleurs soins spécifiques de sa maladie, mais aussi les meilleurs soins qu'on dit de support pour améliorer les symptômes. Tout ça en discussion, en dialogue avec le patient qui est acteur de sa prise en charge médicale. C'est la première personne concernée par la prise en charge médicale, et en lui expliquant les perspectives de progrès et leur temporalité, et lui proposer tout essai clinique, toute innovation auquel il peut être éligible, puisque les essais cliniques, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des critères d'éligibilité, de sécurité pour faire participer les patients à ces essais cliniques. Je pense que notre société actuelle héroïse beaucoup le médecin, et qu'il est important de comprendre que quand on a un bon diagnostic et un bon pronostic, le médecin a déjà fait sa part de travail, et il ne peut pas prétendre à des miracles, même si l'attente parfois alors même qu'elle est légitime, elle peut être démesurée par rapport à ce que peut faire la science à un moment donné. C'est vrai. L'objectif à un moment donné, c'est donner le meilleur au patient, le meilleur du soin qu'on peut donner à ce temps T, et en gardant en ligne de mire ces perspectives de progrès qui peuvent concerner le patient qu'on a en face de nous. Les progrès arrivent, je dirais, régulièrement, et qu'on puisse être amené à lui proposer, à lui donner cette perspective également auquel il peut être candidat. Quand il y a des rémissions, puis des récidives, les rémissions, c'est véritablement le grand espoir que quelque chose a bien fonctionné. Les récidives, il faut de nouveau les évaluer. Oui, ces maladies tumorales, le premier objectif en ce qui concerne les tumeurs cérébrales agressives, c'est d'obtenir une rémission, c'est-à-dire effectivement une maladie contrôlée pour laquelle on n'a plus besoin de traitement, mais qu'il va falloir surveiller à vie par des consultations, des IRM. Et quand la maladie récidive, eh bien on se relance dans la bataille, poser un nouveau diagnostic et proposer de nouveaux traitements, et en espérant obtenir une deuxième rémission. Et pendant ce temps qu'on gagne, on espère aussi que les progrès avancent en parallèle et que les deux chemins puissent se croiser pour faire bénéficier le patient d'un nouveau progrès. Justement, à propos de ces progrès, il y a maintenant toutes ces recherches autour de la possibilité d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique pour pouvoir faire pénétrer de manière plus efficiente les molécules. On en est où sur ce point-là, qui est un point
fascinant. Alors, le cerveau est un organe un petit peu particulier, comme vous le savez, et notamment il est protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière, Il faut en dire un peu plus sur cette barrière. Cette barrière, c'est une couche cellulaire qui entoure les vaisseaux sanguins, et son objectif premier, c'est de protéger le cerveau contre les agents chimiques et les agents infectieux. Donc l'objectif est noble, c'est protéger le cerveau. Mais quand on traite des patients avec de la chimiothérapie, avec des médicaments, eh bien cette barrière devient un obstacle parce qu'elle empêche les médicaments de pénétrer dans le cerveau et d'atteindre les cellules tumorales. Donc il faut essayer, chez les patients qui ont des tumeurs cérébrales, d'ouvrir cette barrière hémato-encéphalique. Il y a plusieurs approches possibles. On peut modifier les médicaments, donner aux patients des doses plus importantes pour faire pénétrer davantage de chimiothérapie. Et puis, il y a une nouvelle technique qui se développe qu'on appelle l'ouverture ultrasonore de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire ouvrir la barrière hémato-encéphalique à l'aide d'ultrasons. Les ultrasons, c'est ce qu'on utilise pour l'échographie. Et le professeur Carpentier, qui est neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, avec lequel je collabore étroitement, a développé un dispositif qui permet d'ouvrir cette barrière transitoirement. Et pendant que cette barrière est ouverte, on donne aux patients nos médicaments avec l'espoir qu'ils pénètrent davantage pour une plus grande efficacité. Alors, cette ouverture ultrasonore est en cours d'évaluation dans des essais cliniques de phase 1 et de phase 2, et on espère qu'à l'avenir, elle va montrer un bénéfice pour les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales. Pour le moment, on a montré que cette stratégie était bien tolérée. C'est déjà une première étape et on espère des résultats d'efficacité dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors précisément, vous avez cité votre collègue, Monsieur Carpentier. On n'a pas encore parler des institutions dans lesquelles vous travaillez. Vous êtes donc à la Salpêtrière pour tout l'aspect clinique. C'est un hôpital à Paris. Vous êtes aussi à la Sorbonne pour vos enseignements à la faculté de médecine. Et toutes les recherches sont menées dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, qui est un institut assez récent, des 10 dernières années. Alors, comment se combinent pour vous ces trois lieux, ces trois institutions dans lesquelles vous exercez? Alors, c'est vrai que la neuro-oncologie et d'autres disciplines sont difficiles à envisager sans une activité de recherche, sans des perspectives de progrès. Et on essaie de partager notre temps entre le soin courant, la prise en charge des patients, ce qui a lieu, comme vous l'avez dit, professeur Ben Marlouf, à la Pitié-Salpêtrière, où je traite mes patients qui souffrent de tumeurs cérébrales, où on mène également les essais cliniques, la recherche clinique, quand on évalue de nouvelles modalités thérapeutiques chez les patients. Et puis la recherche au laboratoire se fait à l'Institut du cerveau. C'est là où on évalue les médicaments sur des cellules dans des boîtes de pétri ou chez les animaux qui souffrent de tumeurs cérébrales. Le sous-sol de cet institut que j'avais visité, et c'est précisément un sous-sol où il y a toute cette animalerie. Absolument. L'animalerie, elle existe aussi à la Sorbonne, à la faculté, et on utilise ces facilités pour évaluer nos médicaments chez les souris qui souffrent de tumeurs cérébrales. Et puis enfin, pour l'enseignement a lieu à Sorbonne Université, à la faculté de médecine, où on transmet nos connaissances et la neurologie, la cancérologie à nos étudiants, en espérant qu'ils se tournent vers notre discipline. Et oui, parce que il y a un choix qui se fait pour eux à la fin de leurs études, et donc vous voyez arriver après dans votre service de jeunes apprentis. Absolument, qu'on a réussi à intéresser à la discipline clinique, mais aussi aux activités de recherche qui sont reliées à cette discipline clinique. Et c'est une grande satisfaction de voir les plus jeunes s'intéresser à notre discipline et puis s'intéresser aux patients qui souffrent de tumeurs cérébrales. Et ils constituent véritablement les forces vives de l'avenir et les futures sources de progrès.
pour nos patients. Est-ce que précisément, quand on a des spécialités si étroites, hein, comme la neuro-oncologie, et quand on est dans un très très grand hôpital comme la Salpêtrière, est-ce qu'il y a quelques ponts avec, vous avez cité la neurochirurgie et puis ceux qui s'occupent des maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, Huntington, ou est-ce qu'on est tellement pris, hein, par sa propre tâche qu'il est difficile d'aller voir ce qui se passe à côté? L'ouverture et les collaborations sont fondamentales, hein, dans notre discipline. On peut pas travailler seul. Pour prendre en charge les patients, la prise en charge ne se fait pas que par le neuro-oncologue, le neurochirurgien ou le radiothérapeute. C'est vraiment un travail multidisciplinaire, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires, où chaque expert donne son avis pour optimiser au maximum la prise en charge du patient, la personnaliser au patient, à sa maladie, et pour lui proposer la meilleure stratégie thérapeutique possible. Pour la recherche, c'est la même chose, hein. Les connaissances sont tellement vastes, les techniques sont tellement nombreuses qu'on a besoin de discuter, de collaborer avec nos collègues au sein de l'Institut du cerveau, au niveau national et au niveau international, et chacun aide les projets de recherche de l'autre, hein. On recherche une synergie entre nos projets de recherche, entre nos idées, pour que la recherche avance plus rapidement, et encore une fois avec comme ligne de mire le patient au bout de cette recherche. Oui, toujours effectivement le patient. Je pense toujours à cet institut. Un de vos collègues, Lionel Nakache, que j'avais connu au Comité consultatif national d'éthique, dont la spécialité sont les comas végétatifs. Vos patients qui arrivent à un stade malheureusement critique, avec une évolution péjorative d'une tumeur cérébrale comme le glioblastome, est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge dans ce cas-là, dans des comas, enfin dans les derniers stades, ou est-ce que véritablement les comas végétatifs sont beaucoup plus orientés vers les accidents graves de la circulation, des choses de cet ordre? Alors, je peux me prononcer essentiellement sur les comas en rapport avec les tumeurs cérébrales évolutives. Eh bien, il y a un moment où on n'a plus de ressources thérapeutiques pour traiter les tumeurs agressives du cerveau. Non, c'est pas parce qu'on arrête les traitements de la tumeur qu'on arrête les traitements et les soins du patient. Hein, le patient. Ça, c'est très important. Les soins palliatifs prennent le relais des soins curatifs. C'est exactement ça, hein. Donc, on arrête les soins qu'on dit curatifs, hein, pour les soins palliatifs, traiter les symptômes, hein, de la maladie, éviter absolument que le patient souffre, hein, par des symptômes aussi divers que les douleurs, de l'anxiété, des problèmes respiratoires. On a beaucoup de médicaments efficaces contre ces symptômes pour les soulager et accompagner le patient jusqu'au bout du chemin, hein. Et les structures qui accueillent les patients en phase terminale de la maladie, comme vous l'avez très justement dit, c'est les unités de soins palliatifs, avec les médecins de soins palliatifs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des patients en fin de vie. Donc, on continue à soigner et à traiter nos patients jusqu'au bout. Quand je vous écoute, j'entends cette continuité entre la médecine curative et la médecine palliative, qui est importante. Et au comité d'éthique, nous avions beaucoup travaillé sur la possibilité de faire advenir en amont le plus tôt possible la culture palliative, pour que les patients et leurs proches ne la voient pas comme un couperet, comme bon, maintenant on ne peut plus rien. En réalité, dès le départ des situations péjoratives d'une tumeur, on devrait et on pourrait parler de la culture palliative. C'est vrai, hein, les soins palliatifs ne sont pas forcément les soins palliatifs de la phase terminale de la maladie. Les soins palliatifs commencent au tout début de la prise en charge, hein. Les patients peuvent présenter des douleurs, donner des traitements antalgiques, c'est des soins palliatifs. Oui. Traiter des crises d'épilepsie qui surviennent au tout début de la maladie, c'est des soins palliatifs. C'est un traitement uniquement des symptômes comme la conséquence de la maladie. Et ça survient, comme vous le dites, au tout début, hein, de la maladie, puis on continue jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout de la prise en charge médicale. Dans vos recherches,
Il y a bien sûr la France, mais à un certain moment, vous avez été voir ce qui se passait de l'autre côté, à Harvard, à Boston. Qu'est-ce que vous gardez de cette mobilité scientifique qui est toujours recommandée aux jeunes chercheurs? Là aussi, c'était pour s'ouvrir sur d'autres modalités de recherche. Et c'est vrai qu'à Boston, où je suis resté 2 ans dans le laboratoire du docteur Ligon, j'ai vu les investissements massifs dans la recherche qui sont réalisés outre-Atlantique. J'ai vu également une autre façon de mener la recherche, d'autres types de questionnements qui m'ont beaucoup servi. J'avais appris beaucoup de choses à l'Institut Curie, où j'ai fait ma thèse d'université auprès du docteur Delattre. Et j'ai appris des choses complémentaires à Boston qui m'ont permis actuellement de mener aussi mes projets de recherche actuels. Vous avez souligné un point très important, la recherche qui dépend des fonds publics, des fonds privés, et précisément l'ISM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, bénéficie bien sûr de fonds publics, mais aussi de fonds privés. Et aux États-Unis, on mesure même l'importance d'une recherche à sa capacité à mobiliser des fonds, surtout privés. Oui, c'est vrai que la recherche dépend beaucoup des investissements, c'est des investissements et de la générosité, et de la générosité des donateurs. Mon activité de recherche est financée, je dirais, pour moitié de fonds publics et pour moitié de donateurs, et en particulier de donateurs de l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, qui vraiment soutiennent la recherche dans cette thématique, mais aussi l'amélioration des conditions de prise en charge des patients en milieu hospitalier. Donc la recherche est très dépendante effectivement des aides publiques, mais des aides aussi privées, industrielles, mais des donateurs aussi. Dans cette émission qui s'intitule Science et civilisation, vous terminez sur ces points très importants, les éléments sociétaux, les fonds, bien sûr, l'aspect financier, mais aussi vous avez parlé de la générosité, c'est-à-dire d'une qualité humaine qui est totalement, bien sûr, à l'œuvre dans le soin, à l'œuvre dans le sérieux par lequel on soutient une recherche, à l'œuvre dans les associations de patients qui essayent de soulager leurs proches et qui découvrent presque, si je puis dire, cette attention à l'autre, cette idée que on fait partie d'un tout. Merci beaucoup, professeur Ahmed Idbé, pour votre passage dans cette émission. Et je dis aux téléspectateurs, merci de votre écoute et à une prochaine fois dans votre programme. Vous pouvez ajouter quelque chose? Merci, professeur Ben Marlouf, de m'avoir invité pour vous parler de ma discipline. C'était véritablement un immense plaisir que cette conversation scientifique avec vous. Merci beaucoup. Merci, Merci. À une très prochaine fois. Au revoir.